Il intitule le titre de son article « La CEDEAO se noie toute seule ». C'est Luc Abaki, journaliste togolais. Luc, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Avec vous, on va parler du Mali, des sanctions de la CEDEAO, de la réponse également du Mali. Et on a vu aussi l'intervention de la Russie et de l'Algérie. Luc, alors expliquez-nous, la CEDEAO se noie toute seule. Alors pour expliquer une telle image, il faut partir d'un contexte tout simple. Supposez que vous êtes dans un foyer avec votre épouse, votre partenaire. Entre-temps, elle commet une erreur qui ne répond pas à vos principes du foyer et puis vous la répudiez. Sous condition que lorsqu'elle va répondre à vos conditions, qu'elle revienne. Elle est partie, elle ne dit rien, elle n'a même pas encore, elle ne vous fait pas la cour, mais vous-même vous agitez au point d'aller fouiller encore dans sa vie, de voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et comme si cela ne suffisait pas, vous allez jusqu'à confisquer ses biens qu'elle a déposés auprès d'un ami commun. Voyez-vous? Donc c'est un peu exactement le schéma que nous constatons dans le dossier malien par rapport à l'attitude de la CEDEAO. La CEDEAO, lorsqu'il y a eu un coup d'État au Mali, a envisagé, ou a tout simplement respecté la charte, sa charte, en excluant simplement le Mali, sous condition que lorsqu'elle va commencer à répondre aux conditions, c'est-à-dire qu'elle aura organisé des élections et qu'il y a des autorités légitimes, reconnues donc par le peuple malien, elle pourrait adhérer à nouveau à l'institution. Donc ça veut dire que la balle était précisément dans le camp des autorités maliennes qui doivent s'organiser de telle manière à revenir à cette institution sous-régionale pour la simple raison qu'elle a tout intérêt à évoluer de façon unitaire avec ses pairs de la sous-région. Comment il se fait que pendant que le régime malien est en train de s'organiser, de s'appuyer sur le peuple en organisant les assises nationales de la refondation avec justement une feuille de route qui permet maintenant de baliser la voie à des élections prochaines, la CEDEAO s'agite au point de prendre des sanctions aussi draconiennes que même les autorités maliennes sont obligées de qualifier d'inhumaines. Donc ça veut dire que quelque part l'attitude de la CEDEAO cache quand même quelque chose de malsain. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un contexte pareil où le pays vit déjà sous sanction et est en train de s'organiser en lien avec sa population de manière à refaire les institutions de la République, à reconquérir le territoire national, à lutter contre le virus qui est donc le terrorisme dans ce pays-là, c'est en ce moment que la CEDEAO trouve opportun de lui infliger des sanctions pareilles. Alors Luc, vous avez parlé justement de ces assises. On a vu un regroupement de 100 partis presque de l'opposition malienne qui condamnent ces assises. Apparemment, tous les Maliens ne sont pas associés aux assises nationales. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit dans une dynamique. Mais le but visé par la démarche, c'est de voir ce que le peuple malien à la base pense véritablement, ce à quoi le peuple aspire. Voyez-vous, quant aux partis politiques qui se rassemblent, c'est des groupuscules. Et puis, n'oublions pas qu'il y a une forme d'instrumentalisation de ces partis politiques-là par, justement, la puissance occidentale qui est la France, qui met à la disposition de tous les partis politiques qui s'engageraient dans la lutte pour la restauration des relations entre la France et le Mali. Et la France met jusqu'à 23 millions d'euros pour accompagner cette dynamique-là. Ça veut dire tout simplement que lorsque le parti politique veut avoir un peu de souffle financier, il suffit de rentrer dans une dynamique de sabotage de la démarche enclenchée par les autorités maliennes actuelles. Il est clair que personne, aucun démocrate, ne peut soutenir les principes des coups d'État. Mais il se trouve que la situation du Mali révèle quand même, incarne certaines réalités dont il faut tenir compte. Même quand on a eu les élections à plusieurs reprises, les présidents élus souffraient d'infirmité de légitimité au point où, à plusieurs reprises, il y a eu des coups d'État. Donc, et puis, au même moment, le pays est envahi par les terroristes, par les puissances extérieures. Ses richesses sont spoliées. Donc, dans ces conditions-là, il faut refaire les fondamentaux de la République malienne.
Et je crois que c'est dans cette dynamique que Assimi Goïta et son Premier ministre, Choguel Maïga, se sont engagés. Et on voit, bien entendu, des résultats qui sont en train d'engranger justement par rapport à la lutte contre le terrorisme qui a été enclenché depuis près de 10 ans, mais dont les résultats sont sujets à caution. Parce que, à vrai dire, le terrorisme s'est métastasé dans la plupart des compartiments de l'État malien, alors que lorsque la puissance occidentale comme la France venait là-bas, c'était pour lutter contre ce mal et faire en sorte que le Mali retrouve justement son intégrité. Alors si, pendant qu'ils sont là, il y a eu autant de mal, et le terrorisme a envahi pratiquement la totalité du territoire, ça veut dire que leur action n'est pas efficace. Ou du moins, ils font un double jeu, ils font semblant de lutter contre le terrorisme, mais en réalité, leur but est ailleurs. Donc c'est pour cela que la nouvelle équipe dirigeante actuelle a jugé utile de se chercher de nouveaux alliés de manière à pouvoir lutter. Et puis, effectivement, on commence à voir des résultats probants dans cette lutte-là. Alors, quand on reproche quoi à ces autorités-là, si ce n'est pas qu'on a derrière un autre agenda qui ne vise pas forcément à garantir à l'État malien sa souveraineté, son intégrité et puis sa possibilité d'émerger en tant que pays vraiment indépendant. Ce qui crée le problème, c'est la junte peut-être, pour la CEDEAO bien sûr, c'est la junte militaire au pouvoir à Bamako. Luc Abaki, vous pensez qu'il ne serait pas intéressant d'organiser les élections et le civil qui va venir sera dans cette dynamique que vous évoquez? Nous avons eu, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de présidents civils au Mali. Et le problème demeure ou même s'aggrave, à vrai dire. Ça, c'est le premier point qu'il faut voir. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas des élections qui garantissent forcément la légitimité des autorités. Il faut le comprendre. Mais les chefs d'État qui se sont réunis pour s'en tenir exclusivement à ce concept de démocratie, de légitimité, etc., de quelle légitimité eux-mêmes ils jouissent? Vous avez vu, lorsqu'il y a des coups d'État électoraux, lorsqu'il y a des contorsions, des élections truquées, est-ce que cela ne constitue pas de vrais coups d'État? Donc, cette légitimité de pacotille dont on se pavane dans plusieurs pays de la sous-région ne vaut pas mieux qu'une junte qui a une vision et qui est en train de poser les fondamentaux d'un État souverain. Ce sont les résultats en réalité qui comptent. Et quelle est l'attitude de la population malienne, en tout cas dans son écrasante majorité, par rapport à ce qui se fait au Mali? En réalité, il appartient au peuple souverain de se prononcer véritablement sur les actions qui sont en train d'être menées en son nom. Alors, s'il y a eu des assises, des assises nationales de la refondation, qui sont parties d'abord d'une démarche à la base, d'abord communale, ensuite régionale, puis nationale, ça veut dire qu'on veut requérir l'assentiment de la majeure partie de la population, de manière que les décisions qui seront prises de haut soient portées par l'ensemble de la population, ou du moins la majorité. Voyez-vous? Donc, cette démarche me paraît extrêmement importante et c'est ça qui manque à nos chefs d'État ou à nos dirigeants pseudo-légitimes qui, une fois élus, oublient qui sont redevables vis-à-vis du peuple. Et donc prennent des décisions dans lesquelles la population ne se retrouve pas. Et ça crée justement un déphasage entre les dirigeants et le peuple souverain. Donc, on ne peut pas s'attacher à des concepts guindés dont on a à lever la substance et même l'essence pour justifier l'extension, d'ailleurs illégitime et illégale, parce que, voyez-vous, l'État malien est souverain. Il a adhéré de façon libre à la CEDEAO et puis a déposé les fonds du contribuable malien à la BCEAO. Donc, cet argent n'appartient ni aux dirigeants maliens, encore moins aux dirigeants de la CEDEAO. Donc, de quel droit peuvent-ils se prévaloir pour confisquer cet argent en vue de créer la pression? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, en tout cas. Vous avez évoqué un aspect, on parle de la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, le gel des actifs maliens, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour les produits de première nécessité,
et pharmaceutiques, coupure des aides financières, rappel des ambassadeurs des pays membres du Mali. Pour vous, c'est trop dur. Mais c'est plus que dur, mais vous savez, moi je pense d'ailleurs que c'est une très belle opportunité pour le Mali, en tout cas pour les dirigeants maliens, de faire face à eux-mêmes, à leur propre réalité existentielle. Cette histoire de coupure des aides, tant mieux, parce qu'en réalité, à force de vouloir compter exclusivement sur les aides extérieures, on ne parvient plus à construire notre propre identité et c'est ce qui fait que nous sommes dépendants vis-à-vis des puissances extérieures. Donc, lorsque vous voyez ce vide-là, vous allez voir que ce qui va arriver finalement, c'est que le peuple malien va sécréter ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. C'est arrivé dans d'autres pays, comme le Cuba par exemple, qui était sous embargo pendant plus de 50 ans. Et c'est ça qui a permis donc à ce pays-là, aujourd'hui, d'être une référence sur le plan médical. Vous vous rappelez que lorsque le virus de Covid a surgi, Cuba a aidé jusqu'à envoyer des médecins en Italie et pour aider à soigner les gens. Tout comme au Togo, vous savez qu'il y a une délégation de médecins cubains qui étaient arrivés ici. C'est pour dire qu'en réalité, ce n'est pas la fin du monde. Lorsqu'on vous sanctionne de l'extérieur, vous devez être capable de retourner en vous-même et de puiser de la manière la meilleure possible les ressources dont vous regorgez et dont vous n'avez même pas conscience pour la simple raison que vous avez votre attention vers l'extérieur. À partir de l'instant où vous n'avez plus de choix, vous ne pouvez plus compter sur des partenaires fiables et crédibles, il faut compter sur vous. Et je crois que les dirigeants maliens sont précisément dans cette démarche-là à voir le communiqué qu'ils ont sorti et l'allure, le ton. Cela prouve clairement qu'ils sont en train de reconsidérer véritablement leur rapport avec les voisins. Je reprends cette partie, c'est le rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali et non du Mali. Vous avez parlé du retour du gouvernement malien. Le Mali ne compte pas baisser les bras. Non, pas du tout. Oui. Et puis, ce serait une preuve de lâcheté et puis la manifestation d'une vraie incohérence que de baisser les bras et de dire, bon, mais écoutez, quand vous nous avez sanctionnés, bon, on renonce à ce qui vient du peuple. Voyez-vous? Donc, cette démarche des assises nationales et la feuille de route qui a été arrêtée vient justement du peuple. Ça veut dire que c'est l'expression de la volonté populaire malienne. Et donc, la seule chose qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est d'envisager de nouvelles perspectives. Parce que les partenaires de la CEDEAO ont montré qu'ils ne sont pas solidaires. Alors que l'esprit et la lettre qui ont fondé la mise en place de cette institution sous-régionale visent fondamentalement la solidarité et l'esprit panafricain. L'esprit panafricain veut tout simplement qu'on se serre les coudes, qu'on mutualise nos forces pour pouvoir évoluer à partir de nos capacités endogènes. Alors si aujourd'hui, on voit que la France était déjà en bras de fer avec le régime malien et qu'il y a eu des joutes oratoires, des échanges de mots très forts, et la France est celle-là qui donne le ton ou l'élan en ce qui concerne les réactions de la CEDEAO, parce que, rappelez-vous, en réalité, les sanctions qui ont été prises hier de dimanche avaient été annoncées par le ministre des Armées, la ministre des Armées française, Florence Parly, depuis très longtemps. Mais le sommet de la CEDEAO en décembre a tout simplement différé ces sanctions-là. Ça veut dire que le principe de sanctionner de façon draconienne les autorités maliennes ou l'État malien était acté depuis par la France, et la France ne s'en est d'ailleurs pas cachée, puisque sa ministre a eu à l'annoncer sur les médias internationaux français avant même qu'elle n'ait lieu. Ça veut dire que ce n'est pas de la souveraineté et de l'autorité des dirigeants africains, en tout cas de la CEDEAO, que ces mesures ont été prises. Lucas Baki, aidez-nous à cerner cela. On sait que la CEDEAO n'est pas composée que de pays francophones, mais il y a aussi des pays anglophones. Et quand vous prenez le Ghana et le Nigeria, ce sont des poids lourds de la sous-région ouest africaine. Vous pensez aussi à l'influence de la France sur la CEDEAO? Il faut remarquer une chose, quand bien même la CEDEAO est une communauté, il y a des dominances. Lorsqu'un problème surgit dans un pays francophone, c'est fondamentalement les pays francophones qui prennent le dessus. Et vous allez voir qu'en la matière, en ce qui concerne le cas malien, c'est la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara qui est au devant de la scène.
voyez-vous. Donc, c'est ce qui est déplorable dans le contexte de la CEDEAO parce que ce n'est pas une communauté homogène. Les États anglophones se disent, bon, ben écoutez, avant tout, c'est votre frère. En attendant, bon, ben, si vous pouvez régler, si vous pensez que c'est de cette manière que ça peut être réglé, mais c'est déplorable parce que effectivement, un pays comme le Nigeria est un géant, et aujourd'hui mondial, parce que c'est la première puissance économique de l'Afrique, et même militaire de l'Afrique. Et donc, le Nigeria aurait pu peser de tout son poids pour empêcher ces genres de sanctions. Mais elle a quel intérêt? Dès lors qu'ils se rendent compte, même que dans le contexte de l'écho, qui était une perspective commune pour fédérer véritablement cette communauté-là et faire en sorte qu'elle devienne homogène, qu'il y a encore des disparités et qui sont justement initiées par la France avec un relais aussi fiable que la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire tout simplement qu'à l'heure où nous parlons, en réalité, au-delà de ces influences, il faut aussi comprendre que nos dirigeants, en réalité, prêchent pour leur chapelle. C'est-à-dire qu'ils redoutent fondamentalement ce qu'on appelle les coups d'État. Ce qui est normal, ce qui peut se comprendre dans une démocratie. Mais pour résoudre ce problème, il ne s'agit pas de penser les plaies, il ne s'agit pas de solutionner les conséquences, mais c'est d'aller aux causes. Qu'est-ce qui engendre justement les coups d'État dans des pays supposés être démocratiques? C'est parce que les dirigeants, je l'ai dit au départ, finissent par oublier leur redevabilité vis-à-vis du peuple. Et à un moment donné, s'instaure la précarité, la société se déstructure, il n'y a pas de dynamique qui permet de créer une nation. Et dans ces conditions-là, si le peuple ne se retrouve plus, et il y a des révoltes partout, il y a des carences, l'incapacité à payer des salaires et tout, vous ne pouvez pas mettre en place des infrastructures qui permettent justement de restructurer l'État lui-même. Et bien sûr qu'à un moment donné, vous vous exposez justement à des révoltes. On parlait de la réaction de Bamako. Il rappelle ses ambassadeurs dans les différents pays de la CEDEAO. On parle aussi d'un possible retrait de la CEDEAO et de la création d'une monnaie. C'est possible, Lucas Baki? Je crois que le communiqué sorti par les autorités maliennes est vraiment à la hauteur, justement, des sanctions qui ont été prises contre ce pays-là et qu'eux-mêmes, ils trouvent véritablement injuste, illégitime et même illégal. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que la CEDEAO a prouvé clairement que le Mali, qui est leur partenaire, ne peut pas compter sur elle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que les autorités maliennes font bien de réfléchir à de nouvelles perspectives. S'il y a cette possibilité, évidemment, de frapper une nouvelle monnaie, mais elle acquiert du coup sa souveraineté monétaire. Puisque aujourd'hui, cette question de la monnaie, du CFA, que l'économiste togolais appelle la servitude, à travers laquelle l'économiste togolais, Kakounou Boukan, parle de la servitude volontaire. Si on acquiert cette souveraineté-là du point de vue monétaire, mais c'est un point important de la souveraineté vers la marche de la marche vers la souveraineté. Cela dit, si le Mali peut le faire, mais tant mieux. Je pense qu'il faut juste voir les aspects techniques et puis ce n'est pas aussi compliqué de fabriquer une monnaie souveraine qui sera à la charge du pays parce que d'autres pays l'ont fait. La Guinée, dans la CEDEAO, il y a plus de 8 monnaies. Donc ça ne serait pas quelque chose d'extraordinaire si le Mali en vient à finalement créer sa propre monnaie parce qu'elle a été contrainte à le faire, voyez-vous. Et il en sera aussi de la même manière que le pays puisse sortir de la CEDEAO. Parce que pourquoi on adhère en réalité à une communauté? C'est pour mutualiser les efforts, c'est pour bénéficier des atouts de la communauté. Mais lorsque vous êtes en situation difficile et vos partenaires ne sont pas en mesure d'être solidaires de vos problèmes, de vous accompagner, de vous soutenir, évidemment, ils sont plus utiles à vous. Voilà. Et la Russie et l'Algérie qui refroidissent, si on peut le dire, les sanctions de la CEDEAO. Mais bien sûr, voyez-vous, en réalité, le problème malien est presque une guerre entre les puissances occidentales, c'est-à-dire entre la France et la Russie. On a mis l'épouvantail de Wagner, c'est-à-dire que c'est une milice qui va venir au Mali et qu'ils font des atrocités, ils font bon,
Ça, c'est une campagne médiatique assez forte dans le but, en réalité, de dissuader les autorités maliennes à composer avec de nouveaux partenaires, notamment la Russie. Or, le Mali a une très longue histoire avec la Russie. Plus de 80% des officiers supérieurs maliens sont formés en Russie. Et tout comme les cadres de l'administration également. Donc, c'est une tradition qui était là. Même si elle a été noyautée à un moment donné par l'omniprésence de la France, parce que justement, c'est la colonie française, il est clair que pendant très longtemps, le Mali a eu à composer avec la Russie. Mais aujourd'hui, au regard des faiblesses des résultats obtenus par l'action, aussi bien de la France que de l'ensemble des pays qui se sont engagés dans la lutte contre le terrorisme au Mali, les autorités maliennes ont décidé justement de faire appel aux dirigeants, à la Russie. Et puis, en quelques mois, ils ont acquis des hélicoptères et puis des équipements, les matériels roulants qu'il faut, et les résultats sont en train d'être vus sur le terrain. Mais quoi de plus normal? En réalité, quel est l'objectif d'une gouvernance si ce n'est de viser les résultats qui profitent à la population? C'est ça l'enjeu, malheureusement. Alors, la CEDEAO se noie toute seule. Lucas Baki, quels sont les autres aspects évoqués dans cet article? Oui, j'ai dit tout simplement que les autorités maliennes avaient été alertées au départ. Elles étaient suffisamment averties. Ils savaient qu'elles ne pouvaient pas compter en réalité sur la CEDEAO. La preuve, c'est que le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a fait une tournée dans certains pays, y compris justement la Côte d'Ivoire, où la délégation a été reçue par le président Alassane Ouattara. Mais vous imaginez qu'à la suite de cette rencontre, le président Ouattara a fait sortir un communiqué où il a qualifié de plaisanterie tout ce qui a été développé comme plan de gouvernance du Mali et les perspectives que ce pays-là est en train de viser afin de se reconstruire fondamentalement. Et il a fait planer la menace donc des sanctions et leur dire mais ils sont dans quel monde? Donc cette condescendance et cette, si vous voulez, cette arrogance de nos chefs d'État montre clairement que ils ne sont pas cohérents avec les principes qu'eux-mêmes ils se sont donnés. Or, pour l'essentiel, beaucoup de chefs d'État souffrent d'illégitimité dans leur pays. Parce qu'ils ne sont pas en mesure, si vous voulez, de donner aujourd'hui des exemples, des leçons de démocratie, parce qu'eux-mêmes, ils ont eu à florer ou à piétiner des principes régaliens parce qu'ils tiennent au pouvoir. Et puis, je peux vous dire avec certitude que lorsque la priorité d'un dirigeant est de préserver son fauteuil, est de veiller à son fauteuil, son rendement sur le terrain, sur son rendement par rapport à sa vocation de dirigeant sera toujours sujet à caution. Parce qu'il n'a pas d'énergie pour défendre les deux fronts à la fois. Voilà les éléments que j'ai eu à évoquer et qui montrent que cette agitation de la CEDEAO ne dément pas la volonté des autorités maliennes de reconstruire leur pays. Vous pensez qu'après la République centrafricaine, c'est le Mali pour la Russie? J'avais une fois dit ici que l'action en Centrafrique risque d'avoir tache d'huile dans d'autres pays. Et je crois que les autorités maliennes sont dans une dynamique qui risque même de se répandre. Et je crois que c'est une action irréversible parce qu'elle est liée à l'aspiration profonde de l'ensemble des peuples africains d'acquérir ou de conquérir fondamentalement leur indépendance, leur liberté et leur capacité à décider de leur propre destin. Donc, ce qui est en train de se passer là, si le Mali s'affranchit véritablement de cette ombre européenne ou française qui plane sur le pays, et vous allez voir qu'il y aura d'autres pays, en tout cas d'autres voix qui vont se lever, puisque c'est une dynamique qui est indispensable pour l'affranchissement des pays africains. On ne peut pas comprendre quand même qu'après 60 ans d'indépendance, nous soyons aussi dans une dépendance puérile vis-à-vis de la France, au point même où la France ne se cache pas en donnant des injonctions à des pays supposés être souverains. Donc, je crois que c'est une dynamique qui est irréversible et à laquelle les dirigeants africains doivent véritablement faire attention. C'est-à-dire qu'il faut, à partir de tous les indices qu'il y a et tout ce qui est en train d'arriver, qu'ils reconsidèrent leur position, leur perception du pouvoir, parce que la mentalité est en train d'évoluer sous l'effet des réseaux, des médias et des réseaux sociaux. Et tout cela, l'information circule à une vitesse vertigineuse. Donc,
s'ils ne font pas l'effort de s'adapter aux réalités actuelles et à la mentalité actuelle de leur peuple, ils risquent d'être dépassés par les événements. Ce détail, le Mali, sortir de la CEDEAO pour vous, Luc Abaki, ça va être comme du beurre pour le Mali? Pas forcément. Ce sera éprouvant. Voyez-vous, ça sera éprouvant parce que ce n'est pas évident. D'abord, le pays ne s'était pas préparé à cela. Et ensuite, c'est que le pays est fragilisé par plusieurs pesanteurs. Des pesanteurs exogènes tout comme endogènes. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la priorité des autorités maliennes aujourd'hui était de reconstruire l'État et de reconquérir ne serait-ce que l'intégrité du territoire. Lorsqu'on se cache derrière la question des élections, mais ce sont les États en réalité qui construisent, qui organisent des élections. Mais est-ce que le Mali aujourd'hui peut être considéré comme un État véritable dès lors qu'il est déchiqueté par plusieurs pesanteurs, à la fois le terrorisme et ensuite l'éparpillement même des esprits sur le territoire? Il faut créer une dynamique qui permet donc un minimum de garantie d'une élection fiable. Donc, normalement, les Maliens ont bien fait de considérer, de prioriser la réorganisation de la société malienne, ainsi que le processus de reconquête du territoire. Mais, puisque les pesanteurs extérieurs deviennent plus fortes, plus dures, ils sont obligés, effectivement, de faire face à cela et donc de s'affranchir. Heureusement qu'ils ont un soutien aussi solide que l'Algérie, qui est un pays frontalier, qui a plus de 1000 kilomètres de frontière avec le Mali et qui ouvre, bien sûr, son espace pour la circulation des biens. C'est déjà une très bonne chose. De l'autre côté, il y a aussi le Mali et la Mauritanie. Voilà. J'ai envie de vous poser cette question. Les différends entre Alger et Paris atterrissent dans ce problème malien. Bien sûr, en fait, il y a un problème de souveraineté qui est en train de se jouer. La France a commis la bévue d'outrer les autorités algériennes. Et donc, ils ont décidé, et aujourd'hui, les dirigeants algériens ont décidé de s'affranchir, en tout cas de ces injonctions parisiennes, voyez-vous. Et donc, dans ces conditions, c'est une forme de représailles, si vous voulez. Mais en même temps, une forme d'attachement à des valeurs identitaires africaines. Parce que lorsque votre voisin a des problèmes, vous devez être en mesure de l'aider à les résoudre. Parce que si ces problèmes ne sont pas résolus, ils risquent de se métastaser dans votre camp, voyez-vous. Donc je crois que en cela, ce que la CEDEAO aurait dû faire, c'est ce que l'Algérie est en train de faire aujourd'hui. Alors que l'Algérie ne fait pas partie justement de l'espace communautaire. C'est là où se trouve la contradiction, l'incohérence et le manque de sincérité des dirigeants de cet espace communautaire. Luc Abaki, merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste togolais. Je remercie à vous. On marque la pause pour le journal et on reçoit nos invités pour Regard Croisé.